rends compte que tu as essayé avec X, ça n'a pas marché. Y, ça n'a pas marché. Z, n'a pas marché. Le point commun, c'est toi. C'est pas tu vois le truc. Tu peux pas avoir un élève qui est dans une classe, il a une mauvaise note en maths, mauvaise note en physique, mauvaise note en chimie, mauvaise note en anglais, et il dit que c'est les professeurs qui sont mauvais. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau format, là où on ne m'attend pas, la chaîne des gens qui font mentir les statistiques et qui brisent toutes les barrières. Je suis accompagné de la Marche Doc. Et bonjour. Et notre première invitée est Valère Bélias. Valère, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben écoute, déjà, merci de m'avoir fait l'honneur d'être le premier invité sur votre chaîne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Valère Bélias. Je me définis très souvent comme un chercheur d'argent. Et en parallèle de tout ça, je suis le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, promoteur du week-end de l'écrivain, du programme Plume d'élite, bref, tout ce qui tourne autour de l'écriture, de la promotion des auteurs, entrepreneurs, visionnaires, ceux-là qui écrivent pour impacter, vous me trouverez là. Et à côté de ça, je suis le cofondateur de Ultimate Pod. Justement, merci de nous faire cet honneur de venir enregistrer ce premier épisode chez Ultimate Pod. On donne la force. Voilà, donc merci. Donc voilà plus ou moins les casquettes que je décide de mettre en avant. Et en parallèle de ça, je suis un futur médecin généraliste. Je l'ai dit. Voilà. Donc, et puis, bon, accessoirement, écrivain, conférencier, voilà. Ben, je préfère le dire comme ça. Donc, de manière sommaire, je pense qu'on aura le temps d'épiloguer de plus en longueur tout au long du podcast, quoi. Donc là, on a vu tes casquettes. Ouais. On a vu, tu nous as dit que tu es chercheur d'argent et à la fin médecin. Ouais. On reviendra dessus après. Ouais. Mais qui est Valère, en fait? Qui est Valère? Parle-nous de toi. Pas ton enfance. Mon enfance. Voilà. Parle-nous de Valère. À mon enfance. Alors, moi, je dis toujours que moi, j'ai grandi dans un quartier compliqué. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai grandi dans un quartier dans lequel on était animé par... il y a deux choses qui ont meublé mes journées. Les études et le football. Il y a deux choses qui ont meublé mes journées. Et il se trouve que le quartier dans lequel je vivais avait une caractéristique particulière. C'est que ce quartier abrite l'une des prisons les plus célèbres du Cameroun. Ah oui. Tout entier. Ah oui. Voilà. Et le quartier s'appelle Kondengi. Donc, les gens qui sont en Kondengi connaissent. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je disais que j'habitais à Kondengi, on me posait toujours une question. À l'extérieur ou à l'intérieur? Donc, mon enfance a été bercée par le football. Moi, j'avais rêvé d'être le futur Samuel Eto'o. Même lorsque j'arrive en France, je me suis toujours dit que je voulais être le futur Samuel Eto'o. Sauf qu'une fois en France, ben, le temps que je comprenne les codes, ben, il se faisait un peu trop tard pour que je puisse devenir le futur Samuel Eto'o. Mais les choses ont voulu qu'à côté de ça, je bascule dans la médecine. Et, tu as les gènes pour? Pas du tout, je sais pas. Oh. Bon, oui, après, je suis un Camerounais, voilà. Le continent. Voilà, je suis un Camerounais. Donc, et puis, bon, les choses ont voulu que je me retrouve en médecine. Et en deuxième année, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. C'est que, je me rappelle tout, c'est mon stage infirmier. Lorsque j'arrive au stage infirmier, parce que moi, à la base, je fais médecine parce que je veux soigner tous les malades du monde entier. La base. Parce que mon père, justement, décède suite à une négligence médicale dans un grand hôpital au Cameroun. Et donc, lorsque j'arrive en France, je me dis, je vais faire médecine par rapport à ça. Et il se trouve que le premier jour de mon stage d'infirmier, surtout que lorsque tu viens d'avoir dès que tu as reçu le concours d'entrée en faculté de médecine en France, tu te sens pousser des ailes, quoi. Ouais. Tu as l'impression, quand tu vas arriver à l'hôpital, on va te dérouler le tapis rouge. On va te dire, bon... Tu prends les transports, tu as envie de le dire à tout le monde. Oui. Je te dis que tout le monde t'attendait, tu es le héros de la nation et tout. Et donc, j'arrive, je me rends compte que, ben, c'est à peine si on savait si j'étais là. Ah oui. Je me rends compte que même la dame qui passe le balai, tout le respect que j'ai pour elle ou lui, ben, ils savent plus de choses sur la santé que moi. J'ai réfléchi plein de trucs à l'école, mais je me rends compte que ce n'est pas grand-chose. Et mal m'en a pris lorsque, ce jour-là, le premier jour de stage, imaginez-vous, il y a un patient qui tombe en détresse respiratoire, c'était dans un service de pneumologie, et, manque de bol pour nous, il y avait un seul médecin senior qui avait 14 années d'expérience. Ouais. Donc, il prend en charge rapidement le patient. Pendant qu'il prend en charge le patient, c'était vraiment une urgence, il y a un autre patient qui tombe également en détresse respiratoire. Et il n'y a que le médecin senior, il y a le seul médecin senior qui est là dans le service. Et je vois comment il galère là, mais il y a un autre qui attend. Là, je commence à me dire, voilà un médecin qui a plus de 14 années d'expérience, mais qui n'arrive pas à sauver 2 vies à la fois. Et moi, je me dis, ben,
Moi, je veux sauver tous les malades du monde. Mm. Est-ce que je suis sûr qu'en étant juste médecin, je vais pouvoir y arriver? C'est comme ça que, bon, je commence à me remettre en question. Et donc, en 2019, je vais au Cameroun pour un stage dans un service de chirurgie viscérale parce qu'à la base, je me voulais être chirurgien, tout ce qui concerne le ventre, quoi, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas. Et je me rends compte que, bon, sur place, la connaissance théorique est là. Oui. Oui. Mais au niveau de la pratique, des fois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont moins compétents. C'est juste que la médecine est différente. Mais il se trouve que la médecine en Afrique subsaharienne est encore tributaire de tout ce qui est de l'ancienne colonisation et même l'éducation. Donc, c'est pas matériel, c'est vraiment la pratique. La pratique, en puisque elle-même. il manque parfois des outils. Oui, ok, d'accord. Parce que des fois, Ok. même pour un électrocardiogramme, ici, c'est banal pour un étudiant de Tout à deuxième fait. année de faire un électrocardiogramme, de l'interpréter. Sauf que là-bas, bon, des fois, même pour faire un électrocardiogramme, déjà, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Et en plus, l'interpréter, c'est autre chose. Donc, même pour une gazométrie artérielle, c'est compliqué parce que déjà, il faut le faire. Il n'y a pas forcément le matériel pour le faire. Et je me rends compte qu'en fait, la théorie est longue, mais au niveau de la pratique, ce n'est pas toujours ça. Faute d'outils. Oui. D'accord. Et donc, je me dis, bon, pourquoi il n'y a pas les outils? Très vite, je remonte aux problèmes financiers, très vite, je remonte au système de santé, et très vite, je me rends compte que le problème en Afrique, ce n'est pas qu'il n'y a pas... c'est pas que les gens sont incompétents. Le problème part du fait que le système de santé a un gros problème. Enfin, le problème part... Voilà. Et je me dis, bon, comment faire pour agir sur le système de santé? Si je veux sauver tous les malades au monde, et pas en l'occurrence en Afrique, il faut agir sur le système. Et donc, ça passe par la finance. Et donc, pour avoir un poids sur le système, il faut être puissant sur le plan financier. Et je poursuis mes recherches, je me rends compte que, bon, pour être puissant financièrement, il y a quelque chose qui s'appelle l'intelligence financière, il y a quelque chose qui s'appelle l'entrepreneuriat. Donc, voilà comment, plus ou moins, je me lance sur les réseaux sociaux parce que je suis en deuxième année. Il faut être puissant financièrement. J'ai à peine 100 € de bourse. Donc, je peux toujours courir, quoi. Mais j'avais deux choses très importantes. Ou du moins, j'avais Internet, mon téléphone portable et le plus important, mon cerveau en mode éveil. Voilà. Exactement. Mais je vais te couper parce que tu es quand même passé vite dessus, mais tu nous expliques que tu étais au Cameroun, que tu es arrivé en France et paf, tu as eu médecine et tu passes vite. Oui, je fais deuxième année. Mais déjà, au point de base, parce que c'est pas tous les immigrés, enfin tous les immigrés qui tu peux l'utiliser, moi j'ai pas de problème avec ça. À passer le concours. Toi, tu arrives, tu sors du Cameroun, tu vas en médecine. T'as pas eu des doutes, des peurs mais je dirais même mieux que ça, parce que tu nous as précisé que tu venais d'un quartier difficile et reconnu comme étant celui de la prison. On te demandait est-ce que tu venais de l'intérieur ou de l'extérieur, sachant que en France même, quand une personne dit venir d'une cité, alors qui n'est même pas forcément dangereuse, mais simplement le fait de venir d'une cité, on a l'impression que les chances de réussite sont moindres, voire certains ne tentent même pas médecine. Et toi, tu sors d'un pays différent, d'un quartier difficile où il y a une prison, et on a l'impression que c'est simple. Tu dis, j'ai l'histoire avec mon père, et là je me dis, il faut que je fasse médecine, tu y vas, tu fonces, mais il y a quelque chose avant, entre l'arrivée, la réussite, voilà, c'est comment ça s'enchaîne en fait. En fait, d'où tu viens ne détermine pas forcément où tu iras. Non. Le tout, c'est qu'il faut avoir faim, c'est tout. Il faut avoir faim. Et c'est ça que je voulais entendre. C'est pour ça qu'on te pose la question, Il faut avoir faim, parce que lorsque tu te retrouves en classe de 4e ou de 3e et que tu fais la cour à une fillette et dis que tu ne peux pas me prendre en charge, donc je ne sors pas avec toi, là tu comprends vite que il faut trouver il faut faire des sous. Donc, en gros, moi j'arrive du Cameroun, sincèrement, moi je me suis toujours dit, moi je vais faire de grandes choses. Et d'où je venais, c'est justement parce que je venais d'un endroit difficile que je me suis toujours dit qu'il faut que je fasse de grandes choses. Toujours. D'accord. Voilà. Donc pour quelqu'un qui vit dans des quartiers plus ou moins précaires, c'est même justement pour ça que tu dois te battre pour t'en sortir. Parce que moi, je dis, pour quelqu'un qui est dans une famille où tout va bien, où il est là à manger le matin, à midi, le soir, bon, ça va, il peut se permettre encore de cela couler douce. Mais est-ce que tu as eu justement un modèle ou quelqu'un qui t'a dit « Ah, c'est possible de faire ça » parce que c'est ça que les gens ont parfois du mal à se dire. Ils ont envie, mais bon, ils ne savent pas si c'est possible. Toi, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a motivé à faire ça? Oui. En fait, j'ai compris une chose, c'est que les êtres humains apprennent par référence. Dès lors qu'on voit quelqu'un qui est dans la même situation que nous a pu obtenir des résultats, tout de suite, on se dit « Moi aussi, je peux le faire ». Donc, moi, s'il y a quelqu'un qui m'a énormément inspiré, moi, il n'est jamais caché, c'est le docteur Claudel Nubissi, qui est au Cameroun, à qui je fais un gros big up. Alors, il se passe quoi? Moi, je me lance sur les réseaux, je ne sais pas trop ce que je vais faire, parce qu'Internet, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une opportunité
énorme. Tout le monde peut devenir ce qu'il veut devenir grâce à Internet. Donc, moi, sur Internet, je fais connaissance de ce monsieur, médecin au Cameroun, entrepreneur qui impacte des vies. Et quand je le vois, c'est là que je me rends compte que c'est possible. Et je me dis, moi, je vais être comme ce gars. Donc, tu as tenté de te lancer sur Internet avant médecine, c'est ça? Non, c'est quand j'étais en médecine. D'accord. Okay. Mais je ne savais pas ce que je devais faire. D'accord. Mais le fait de le voir faire, je me suis dit, ben, moi aussi, je peux le faire. Je peux utiliser quoi? Internet. Mais quoi sur Internet? Comment m'y prendre sur Internet? Je ne savais pas. Et c'est là que j'ai juste envie de dire qu'il faut juste commencer. Parce que beaucoup de gens veulent lancer des projets, mais ils disent que ouais, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est la grosse excuse. Je ne sais pas comment faire. Exactement. Parce qu'on se dit, comme je ne sais pas comment faire, on a trouvé l'excuse, on ne fait rien. Non. Fais. Et au fur et à mesure, moi, je crois en l'univers, d'aucuns croient en Dieu, d'aucuns croient en Allah. Mais moi, je pense que l'univers met toujours tout sur ton chemin pour que tu puisses t'en sortir, trouver ton épingle, tirer ton épingle du jeu. Ah là, on a des vrais punchlines, les amis. C'est pour ça qu'il faut liker, commenter. C'est important, c'est important. On parle de référence, justement. Nous, c'est important d'avoir des invités comme toi, Valère, qui ont fait. Voilà, pour que tous ceux qui regardent, tous ceux qui sont chez eux, là, au lieu de scroller sur Facebook, regardez ça, inspirez-vous et faites les choses. C'est vraiment le but de notre chaîne, c'est vous pousser à faire les choses. Non, c'est important. Merci Valère. Non, je t'en prie, c'est tout le plaisir pour moi. Moi, je suis un peu curieuse quand même. Ouais. Parce que du coup, on comprend que tu as été inspirée pour lancer une chaîne YouTube, que ta vocation aussi de médecin a été déclenchée par un événement. Ouais. Mais je veux revenir à ton deuxième, entre parenthèses, troisième, mais que j'associe à la chaîne YouTube, domaine, c'est l'écriture, puisque tu as écrit quelques ouvrages. Ouais. Donc, tu as écrit 14 livres pour réussir, vendre comme un sniper, les pauvres sont égoïstes, un pied à l'école, un pied dans le business. Yes. Sachant que les deux derniers sont sortis en 2021. C'est ça. Et comment tu te lances dans l'écriture? Parce que c'est pareil, déjà lire pour beaucoup d'entre nous dans la communauté, on sait que c'est pas compliqué, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre communauté. Mais toi, carrément, tu écris des ouvrages. Donc, comment ça te vient? Comment, en parallèle en fait, de tes études de médecine, tu parviens à faire tout ça, notamment à écrire? Ok. Chez nous, au Cameroun, il y a un dicton qui dit que chaque fois que les gens te posent la question de savoir comment on fait, 3 points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Ah oui, c'est-à-dire que tu le dis dans, voilà. dans les livres. C'est important de le noter. Et les gens n'ont pas compris à quel point écrire un livre peut être une opportunité exceptionnelle. Oui. Je raconte l'histoire. Donc moi, je me lance parce que je dis, oui, il faut commencer quelque part. Il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Donc je commence sur les réseaux. Sincèrement, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas où je vais. Je patauge. Et il se trouve qu'à un moment donné, en suivant certaines personnes, les retours des gens qui suivent au quotidien ce que je fais, je me dis, OK, je vais lancer un business d'achat-revente de chaussures. Je lance ce business-là, et je partage sur les réseaux. Et tout de suite, on me pose la fameuse question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'école et le business? Je me dis, voilà une opportunité. Dans ce qui fait que je me dis, comment monétiser cette question qui revient très souvent. Okay. C'est de là que j'ai écrit le livre « Un pied à l'école, un pied dans le business ». En fait, c'était à la fois pour répondre à un besoin, mais aussi pour générer de l'argent à partir de ce besoin. Et lorsque j'écris ce livre, je me dis, j'écris un livre, c'est terminé, je réponds à la question, on n'en parle plus. Mais je me rends compte que quand je l'écris, ben, les gens apprécient. Et il y a d'autres questions qui reviennent, notamment celle de savoir, parce que c'est une thématique que j'aborde quelque peu dans ce livre-là, c'est comment faire pour se bâtir son mindset financier. Problème, opportunité. J'écris dans le livre « Les pauvres sont égoïstes », qui n'est pas un livre sur l'intelligence financière, loin de là. C'est un livre sur le mindset financier, parce que ces deux notions totalement différentes. Alors et justement, j'allais te poser la question, j'allais te dire, mais le titre, il est particulier. Moi, à chaque fois, il me fait sourire, il est impactant, il est direct, il est audacieux. Quand tu cherches, quand tu écris ce livre, est-ce que le titre est fait justement pour percuter? Quelle idée tu as derrière? Parce que moi, vraiment, il attise ma curiosité. Ça veut dire qu'on a réussi notre pari. Okay. Parce que l'une des erreurs que beaucoup de jeunes auteurs commettent, c'est de penser qu'écrire un bon livre suffit. Le livre reste un produit qui, pour être vendu, se doit être visible. Parce que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et pour être vu, il faut avoir utilisé les stratégies marketing. Et
il n'y a rien de pire en marketing que de laisser de l'indifférence auprès des gens. Donc, lorsque tu as un produit, il faut que ça fasse du bruit. C'est très important. Et donc, lorsque moi j'écris ce livre-là, je me dis, il faut que quand les gens voient ce titre-là, que ça les interpelle. Si vous remarquez bien la couverture, c'est en rouge, bleu, c'est pas fait au hasard. Voilà. La pauvreté n'a aucune vertu. Voilà. Typique. Voilà. Et donc, lorsque j'ai l'idée de ce livre, je me dis, quel est le titre qui pourrait à la fois résumer l'esprit dans lequel je l'écris, mais surtout allumer une petite, interpeller les différentes personnes qui pourraient tomber sur cette couverture. Et c'est donc comme ça que, après réflexion, je me dis, mais attendez, beaucoup de gens, tu vas dire à quelqu'un, ok, lance-toi sur les réseaux pour parler de ton business. Oh, je n'aime pas la caméra, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Ok, lance un business, j'ai peur de perdre mon argent. Le dénominateur commun avec toutes ces phrases, c'est quoi? C'est je. C'est pas si vous aimez le truc? Oui, c'est je. Voilà. Donc, à chaque fois, lorsqu'une personne dit je, elle ne pense qu'à elle. Je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Oui. Tu vois? C'est le jeu. Maintenant, tournons la phrase différemment. Si toi, tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, ta mère en a besoin. Ta future femme en a besoin. Tes enfants encore plus. Tu vois un peu le truc? Exactement. Donc, tu te rends vite compte que, en fait, dès lors que tu commences à penser aux autres, ta manière de faire les choses change. Parce qu'au fond, l'argent qu'on gagne, c'est quoi? C'est juste le reflet de la valeur qu'on apporte aux autres. Plus tu apportes de la valeur aux autres, plus tu gagnes de l'argent. Donc, un pauvre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'apporte rien. Et le mari d'un pauvre, c'est une pauvresse. Les deux vont devenir les pauvres. Ils ne peuvent rien apporter au monde entier. Ça, c'est quelque chose de fondamental que l'on doit comprendre. Tu vois un peu le truc? Donc, et donc, vraiment, l'idée, quand je mets ça, c'est juste vraiment dans la provocation. Parce que d'habitude, on se dit, les pauvres, ils n'ont rien, donc ils ne peuvent rien apporter. Sauf que tout le monde a quelque chose à apporter. Mais dès lors que tu te dis, bon, je n'ai rien à apporter, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas aller voir quelqu'un qui, d'apparence, a plus d'argent que toi, très souvent, c'est quoi? Tu vas lui soumettre tes problèmes. Oui. Je ne vais pas bien. J'ai des problèmes d'argent. Mon enfant est malade. C'est toujours moi. Mais au moment où tu te dis, ben lui là, à quoi est-ce que je peux lui être utile? C'est vrai. Tu vois qu'une fois de plus, les gens qui estiment qu'ils n'ont pas pour donner, ils sont très nombrilistes. Ils sont très focalisés sur leurs problèmes. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit que les pauvres sont égoïstes. Tu as complètement raison. Et on va continuer à fâcher les gens. Ah bon? Tu n'aimes pas la paix. Les gens sont fâchés là, avec ce que tu nous as dit, mais ils le seront encore plus. Et moi, c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, un peu dans le même thème. Tu es quelqu'un de très ambitieux, Valère. Dans un podcast, tu as dit même que tu serais milliardaire un jour. Oui, forcément. Je te le souhaite. Tu dis quoi aux grands tontons de chez nous là, qui croient qu'ils ont fini le jeu quand ils gagnent 2500 €? Mais qu'ils arrêtent de rêver petit. Parce que justement, ils rêvent trop petit. 2500 €, c'est rien du tout. À 2500 €, tu peux même pas avoir un bel appart sur l'avenue des Champs-Élysées. Oui, mais ils donnent des leçons. Oui, regarde mon fils, comment devenir riche. Les gars ont 3000 €. Toi, qu'est-ce que tu leur dis? Mais je leur dis que, en fait, ils ont de très mauvaises références. Parce qu'ils me sont rendus, une fois de plus, c'est une question de référence. Et l'un des cailloux dans le pied de la chaussure de l'Africain en général, c'est que nos références sont très petites. Oui. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il suffit de changer d'environnement pour voir la vie totalement différemment. Pourquoi? Parce qu'en fond, qu'est-ce qui se passe? Dans l'environnement, on reçoit certains types d'informations. Oui. Ces informations vont déterminer les pensées qui vont nous habiter. Ces pensées vont avoir un impact sur nos émotions. Les émotions vont déterminer les actions qu'on va poser. Les actions qu'on va poser, maintes fois, vont devenir une habitude. L'habitude va forger le caractère. Et c'est le caractère qui va déterminer les résultats qu'on va avoir plus tard. Je vois. Le schéma est simple. Plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Donc, nos tontons, qui pour eux, 3000 €, c'est beaucoup d'argent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été dans les bons environnements et donc ils n'ont pas reçu les bonnes informations. Parce que tu ne peux pas obtenir plus que ce que tu es. C'est aussi simple que ça. D'accord, belle, jolie réponse. Évidemment, le but, c'est pas, là je m'adresse aux téléspectateurs, le but, c'est pas de dire qu'une personne qui gagne 2000 € est médiocre. Le but, c'est de dire qu'il faut viser haut, il faut voir grand. Et on fait ce petit reproche, je pense, vous faites ce petit reproche aux personnes qui s'arrêtent, qui se mettent une limite, alors qu'on peut dire que the sky is the limit. Sauf que là, c'est le 3000 is the limit. Et quand tu répètes ça autour de toi,
Parce que souvent, c'est une phrase que Patrick répète souvent, on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Avec qui on passe le plus de temps. Mais si comment dire, on répète cette phrase régulièrement, ça veut dire qu'autour de nous, personne ne dit plus, ou alors on n'a pas l'habitude d'entendre plus, et en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux, on est un peu piégé, enfin prisonnier inconsciemment dans ce dans ce mindset de se dire ça y est, moi je touche 3 000 €, peut-être parce que la voisine touche 1 500, donc on a l'impression d'essayer d'être le roi du pétrole, alors que non, quand il faut toujours pousser plus loin, acheter des livres, voilà, comme cela, se rendre compte qu'en fait, le jeu n'est jamais terminé. On a avancé dans le jeu, mais on ne l'a pas terminé. En fait, ça va même plus loin que ça. Parce que si on ne s'en rend pas compte, c'est qui s'interdisent même de rêver. C'est vrai. Le rêve est gratuit. Le rêve est gratuit. Le rêve est gratuit. Comment tu peux rêver dans ta vie de gagner 3 000 € alors que tu peux rêver de gagner 1 milliard? Et en fait, les rêves ne sont pas forcément faits pour être atteints. Les rêves sont faits pour te transformer. Parce que pour réaliser un rêve, tu deviens une autre personne. Wow. C'est pas si tu vois un peu le truc. Je vois totalement. Pour réaliser un rêve, tu deviens une autre personne. Tout à fait. Et c'est justement, en général, les gens qui rêvent juste de gagner 3 000 €, ça c'est leur problème. Nous, on rêve d'en gagner beaucoup plus et ensuite de les payer ces 3 000 €. Mais aussi, ils doivent accepter que si je te paye 3 000 €, je vais te dire quand tu vas aller en vacances. Je vais te dire comment tu vas t'habiller. Et surtout, quand est-ce que tu dois te lever pour venir au travail. Chacun fait son choix, il assume. Si ton choix c'est de gagner 3 000 €, il faut accepter les contraintes qui vont avec. Après, c'est sûr, plus grands objectifs, grands problèmes. Maintenant, chacun accroche son sac, il fait décrocher, comme on dit chez nous au Cameroun, tu vois. Donc, c'est juste pour interpeller ces aînés-là qui sont à 3 000 €. 1, le rêve est gratuit. 2, par moment, ils le font aussi parce que c'est leur zone de sécurité. Ils ne veulent pas se mettre plus de contraintes que ça. Parce que dit que tu veux gagner plus de 3 000, ça veut dire qu'il faut que tu te challenges. Il faut que tu affrontes le fait que quand tu vas gagner plus de 3 000, on te traite de malhonnête, de sorcier et tout ce qui va avec. Peut-être qu'eux, ils ne veulent pas être frottés à tout ça. Donc, ils préfèrent se dire, OK, 3 000 € pour moi, c'est suffisant. Même si je suis sûr d'une chose, c'est que si tu mets 2 000 € en plus, il prendra. Voilà. Écoute, Valère, on va revenir à toi et notamment au challenge que tu dis. Moi, pendant tout le début du podcast, de la vidéo, je t'écoute et je me dis, médecin, conférencier, écrivain, tu as ta maison d'édition, tu as même l'endroit où on se trouve, qui est ton business. Mais est-ce que Valère, il a 24 heures dans la journée, il en a 48 ? Enfin, comment tu fais pour t'organiser, pour faire autant de choses ? Ça, c'est vraiment ma question. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, mais je vais quand même recadrer, repréciser quelque chose. Le studio Ultimate Pod, je ne suis pas seul. Et c'est là que vous allez comprendre comment est-ce que j'arrive à faire tout ça. Je ne suis pas seul, j'ai 3 associés, Fanel Gimfak, Herman Kamga, Joël Tamchoun. Voilà, je n'ai pas oublié, Joël Tamchoun. Voilà. Et en fait, j'arrive à faire tout ça parce que je suis très bien accompagné. Et bien sûr, il a fallu que je devienne une autre personne pour pouvoir m'entourer de ce genre de personnes. Même dans l'équipe, avec tout ce qu'on fait, là, à l'instant, on enregistre bientôt, on ira au Cameroun. Ben, c'est parce qu'il y a une équipe de personnes qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. Mais surtout, parce qu'il a fallu que je comprenne une chose. C'est que lorsqu'on veut pouvoir faire autant de choses, il faut développer son sens du leadership. C'est super important. Et c'est à ce niveau que beaucoup de gens pêchent. Le leader, ce n'est pas forcément celui qui... C'est pas le boss. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et j'invite vraiment tous ceux qui veulent accomplir de grandes choses à développer le sens de leadership. En fait, le leadership te permet de travailler avec des gens, même parfois sans les payer. Comme le font les pasteurs et les prêtres. Ce sont d'excellents leaders. Tu as une vision sur laquelle il faut bien sûr communiquer. Très important. Et bien sûr, tu t'assures maintenant que les personnes qui vont te rejoindre dans ta vision à toi, ben, qu'elles puissent aussi réaliser leur propre vision. Donc, on a une grande vision ensemble. D'accord. Maintenant, chaque personne qui revient dans cette grande vision ensemble-là a sa propre vision qu'elle peut réaliser dans la grande vision. Et ça, c'est un point super important à noter, surtout lorsque on veut s'entourer de bonnes personnes. Parce que beaucoup de gens pensent à tort que pour avoir une équipe, il faut avoir l'argent. Sauf que si l'argent, c'est la seule chose, c'est la seule monnaie d'échange que tu peux donner aux gens pour qu'ils travaillent avec toi, alors tu n'as pas d'équipe. Tu as des prestataires. D'accord. Surtout lorsqu'on se lance. Parce que lorsqu'on se lance, il n'y a même pas d'argent, déjà.
Et même si tu as un peu d'argent, il y a souvent des contraintes qui font en sorte que si un client te contacte il y a 2 heures du matin, il y a un marché à gérer. Qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un de ton équipe, si toi tu ne peux pas gérer, que quelqu'un de ton équipe se lève pour aller gérer le marché alors que toi tu ne peux pas être présent? C'est parce que c'est une personne qui a épousé la vision. Exactement. Parce que si les gens ne te suivent que parce que tu les payes, tu es mal barré. La personne est autant déterminée que toi et se réveiller, c'est un but également. Et c'est intéressant en fait ce que tu dis. Ton équipe, 100% Camer? Non, pas du tout. Ah non, on n'est pas. C'est vrai que non. C'est que nous les Camerounais on fait trop de bruit. C'est juste ça. Des fois tu peux voir 2 Camerounais dans une salle. Ok. Et tu as l'impression que nous sommes 200. C'est parce qu'on fait trop de bruit. Non, il n'y a pas que des Camerounais. Il y a des Sénégalaises, il y a des Burkinabés, il y a des Congolais, 100% africains. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent dans la communauté, des personnes qui ne se lancent même pas, à qui on dit il faut apprendre à travailler ensemble, se limitent en disant oui mais non, on n'arrive pas à se lancer ensemble. Regardez, dès que un tel a voulu essayer, et il s'est fait planter un couteau dans le dos et on ne prend que les mauvais exemples pour dire que on ne peut pas avancer tous ensemble. Et en fait, c'est un super exemple que toi, tu nous donnes aujourd'hui. Tu avances bien, tu es une bonne équipe. On est dans un super studio avec une organisation qui a été parfaite jusqu'à présent. Et voilà, je pense qu'il faut passer le message un peu plus souvent. Voilà. On peut très bien avancer tous ensemble et faire de belles choses. Moi, j'adore être avec Patrick. Oui, dans le truc de travailler ensemble, la plupart des gens qui diront que oui, on ne peut pas travailler ensemble, c'est d'abord elle le problème. Ça fait. C'est d'abord parce que si tu te rends compte que tu as essayé avec X, ça n'a pas marché, Y, ça n'a pas marché, Z n'a pas marché, le point commun, c'est toi. C'est pas souvent le truc. Tu ne peux pas avoir un élève qui est dans une classe, il a une mauvaise note en maths, mauvaise note en physique, mauvaise note en chimie, mauvaise note en anglais, et il dit que ce sont les professeurs qui sont mauvais. Non, c'est qu'à un moment donné, tu dois te remettre toi en question. Tu crées ton projet. Non, il faut qu'on soit clair. Tu crées ton projet. C'est ton rêve. Mais il faut que tu réussisses à vendre ton rêve aux autres pour qu'ils te rejoignent. Ce n'est pas aux autres de faire la démarche de te rejoindre. Non, c'est à toi de réussir à vendre ton projet aux autres pour dire que les gars, voici ce que j'ai vu, venons le faire ensemble. Donc si les autres ne te rejoignent pas, c'est toi le problème, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas que les Africains ont du mal à travailler ensemble par rapport aux autres, ça n'a rien à voir. C'est juste que beaucoup n'ont pas compris la psychologie humaine. D'abord, parce que pour pouvoir travailler avec des humains, il faut comprendre les règles psychologiques qui régissent le comportement des humains. Quand tu as compris que pour une personne, l'élément le plus important, c'est son nom, ben, tout de suite, tu commences d'abord par appeler tes collaborateurs, tu cherches d'abord leur nom. Comme Joël. Comme Joël, voilà. D'abord. Mais tu ne peux pas dire que tu t'appelles si tu connais le nom de ton collaborateur. C'est à peine si tu connais ses projets, ses objectifs. C'est ça. Mais tu veux qu'il te rejoigne dans ta vision. Ce n'est pas possible. Une fois de plus, ça rejoint ce que j'ai dit, les pauvres sont égoïstes. Je suis totalement d'accord, mais même en tant que docteur, mais ancien interne, tu as pas mal de gens qui, juste avec le travail, se retrouvent en burn-out. Ils n'arrivent pas à accomplir leur mission et leur travail quotidien. Ouais. Et ça, parce qu'on a un métier très exigeant et très dur, et il faut s'accrocher. Dans beaucoup d'autres domaines aussi. Et dans beaucoup d'autres domaines aussi. Comment, toi, tu arrives à jongler entre toutes ces casquettes? Toi, personnellement, avant de parler de l'équipe, est-ce que tu as une organisation particulière, des croyances particulières par rapport à toi-même? Comment tu fais? C'est quoi ta journée type, par exemple? Pour être souriant comme ça. Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour tout gérer? J'ai compris une chose, c'est que si tu es tout le temps en train de gérer des priorités, ça veut dire que tu gères mal. Je vais le formuler autrement. Oui. Si tu es tout le temps dans l'urgence, c'est que tu gères mal. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, s'ils sont tout le temps en burn-out, le burn-out, les activités seront toujours là. Hein. L'hôpital sera toujours là. Les patients seront toujours là. La maladie sera toujours là. Oui. Donc, à un moment donné, puisque c'est toujours là, je dois te poser une question. Comment je gère tout ça? Et l'une des erreurs aussi que beaucoup de soignants commettent, ce que j'ai remarqué, c'est que leur vie se limite à leur travail. Le travail, c'est une partie de la vie d'une personne. Donc, lorsque j'ai compris que les études, la médecine, c'était une partie de ma vie, ne constituait pas toute ma vie, je me suis dit, bon, désormais, il faut que j'alloue un temps à la médecine, mais aussi j'alloue un temps à d'autres projets qui me tiennent plus à cœur. Tous vont se rejoindre, mais bien sûr, il faut que je prenne le temps. Je donne du temps à la médecine et je donne du temps aussi à mes différents projets qui n'ont rien à voir avec la médecine. Mais bien sûr, c'est comme moi, je vais dire, mes journées type, c'est quoi? Bon, moi, j'ai des journées, je ne vais pas vous faire le truc du mec Miracle Morning, se lève le matin, non.
J'ai les journées comme tout le monde. Je me lève, la première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone. Et je vais d'abord checker les résultats qu'on a sur nos différentes plateformes. D'accord. Je check aussi si l'argent est entré dans la nuit. C'est important. C'est très important. Je regarde, bien sûr, les clients que je dois, les prospects avec qui je dois échanger pendant la journée. Parce que lorsqu'on est en business, il faut toujours... Chaque matin, quand on se lève, c'est quelle est la quantité d'argent qu'il va réussir à générer aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe sans vendre, c'est une journée de charge qui en plus. D'accord. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en business là, lorsque tu es en business, ton premier job, c'est vendre. Il n'y a pas d'autre. C'est d'abord vendre. Donc, quand j'ai fait ça, après, je ne vous cache pas, je vais sur les réseaux comme tout le monde. Oui. TikTok, Instagram, machin, tout. Je peux passer même 30 minutes dessus. Je regarde des trucs bêtes. Ça m'arrive. Et bien sûr, après, il faut que je me reprenne. Je vais lire ou bien je vais aller au boulot, je vais aller en consultation et tout. Quand je suis en consultation, je suis en consultation. Quand je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Et à la pause, que vous le vouliez ou pas, quand c'est à la pause, je pars d'abord même 30 minutes, je gère mes réseaux, je gère les clients, les business, je réponds aux messages et tout. Après, je mange, je retourne en consultation. Mais à 18h, quand je sors de l'hôpital, tu me demandes qu'est-ce qu'il avait le patient que je viens de voir, je ne sais plus. Quand je ferme la porte de l'hôpital, business, à fond business. C'est business, peut-être jusqu'à 1h. Voilà, je ne dors pas beaucoup. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà à peu près à quoi ressemblent mes journées. Avant, c'était différent. Avant, tous les matins, c'était le même rituel. Lorsque je faisais encore tout, je lisais d'abord. D'accord. Je lisais d'abord. Et après, lorsque je lisais, ensuite, je gérais les réseaux sociaux. Et après, il fallait répondre aux gens qui écrivent et tout le bazar. Mais maintenant, comme avec le temps, on a grandi et qu'on a généré un peu d'argent, on peut déléguer certaines choses pour gérer les réseaux sociaux. Maintenant, on se consacre au 20%, qui permet de générer 80%. Le 20%, c'est quoi? C'est les process, c'est la gestion des équipes et c'est la vente. Donc, voilà à quoi ressemblent mes journées globalement. 80, c'est à l'autre Pareto, c'est ça? Ouais, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense que ouais, ça te fait un bel équilibre puisque souvent, quand on est dans des domaines difficiles comme ça, la chirurgie, comme toi, Patrick, le droit pour tous tous ceux qui veulent devenir ou qui sont déjà en concours du barreau pour devenir avocat, ceux qui sont dans la finance, les ingénieurs, etc. C'est très difficile de se concentrer, d'avoir un deuxième domaine très différent. Souvent, on est focus sur ce qu'on fait parce que c'est déjà difficile et on a envie de le faire bien. Ceux qui sont médecins, en général, ont des comptes Instagram axés sur la médecine parce que c'est plus simple. On est déjà dedans. Donc, c'est plus simple de faire un post Instagram sur quelque chose qu'on voit tous les jours que de faire un post Instagram sur un domaine juridique puisqu'en fait, ça nécessite aussi de se renseigner dessus, etc. Et c'est vrai que toi, tu as ce profil particulier, rare et très intéressant, je trouve en tout cas, qui fait que tu as ta casquette de médecin, tu arrives à fermer la porte de l'hôpital et à être focalisé sur autre chose et que tu gères très bien, que tu fais très bien. Mais ça aussi, un prix. Hein. C'est un prix à payer. C'est justement ce que j'expliquerai dans le tome 2 de Un pied à l'école dans le business. C'est que pour faire ça, je tiens à préciser qu'en 6e année, j'ai dû mettre mes études entre parenthèses. Ouais. C'est important de préciser. Bah oui, non, de ma 4e année jusqu'à ma 6e année, chaque fois j'étais en rattrapage. Minimum 4 matières. Oui, ça a été le sacrifice. Voilà, c'est le prix à payer. Parfait. Le prix à payer, c'est d'accepter que je ne serai pas un excellent médecin. Je n'ai jamais voulu être excellent. Je vais être bon médecin. Moi, ça me suffit. À mon sens, ce dont les gens ont besoin, c'est d'être des bons médecins. Les excellents médecins, moi, je leur laisse ce côté-là, donner toute leur vie à la médecine. Moi, c'est très bien, on en a besoin. Exactement. Mais moi, je voulais être un bon médecin parce que j'estime que ce que je vais faire en parallèle, ça aura aussi son impact dans la société parce que l'être humain, c'est un autre bio-psycho-social. Exactement, il faut être OK avec ça en fait dans la vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick, mais souvent, on voit, nous, à l'hôpital, des grands médecins, des grands PUPH, etc. On a l'impression que si on ne devient pas eux, voilà. on n'est rien. On est rien du tout, exactement. Il faut être OK avec ça, moi, c'est pareil. Hein. Tout comme toi. C'est ça, d'ailleurs, justement, ça me fait penser à une partie du pseudonyme que je prends, qui est Dr. Howard, qui était un chirurgien et un entrepreneur. C'est justement ces profils un peu variés, un peu atypiques, qui sont multipotentiels. Et justement, toi, Valère, là, on est face à la caméra, face à tout le monde. Quel conseil tu donnerais à un jeune, justement, qui a du mal à se projeter, un jeune dans nos quartiers qui aurait besoin de conseils, qui doute de lui-même? Qu'est-ce que toi, Valère, tu lui donnerais comme conseil? La réponse est dans la question. Le quartier.
Il faut changer d'environnement, c'est tout. Et quand je parle d'environnement, il y a l'environnement physique, mais il y a aussi l'environnement virtuel. Oui. Ok, tout de suite, ok, tu vas me dire que tu es un jeune, 18 ans, tu vis chez tes parents et tu ne peux pas quitter le domicile familial. Je le comprends. Mais on apprend à devenir grand auprès des grands. Il faut aller là où les choses se passent. Il y a des livres. Et je dis toujours, un livre peut changer ta vie à partir du moment où tu le lis. C'est fondamental. Parce que quand tu lis, c'est quoi? C'est d'autres informations. Tu te frottes à la pensée des personnes à qui tu veux ressembler. Là, déjà, tu es en train de changer d'environnement psychologique. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vis dans un environnement dans lequel personne dans ma famille ne comprend ce qu'est l'entrepreneuriat. Lorsque j'ai même commencé, ma mère m'a dit que mais toi, tu es médecin ou tu vends les chaussures sur Parce qu'en fait, dans le corps médical, on ne comprend pas comment un médecin, futur médecin, l'élite de la nation, vend des chaussures. Exactement. On ne comprend pas. On trouve que vendre, c'est rabaissant. Sauf que la vente, c'est la vie. C'est ça. On ne s'en rend pas compte. Ne serait-ce que pour les réseaux sociaux. Hein. Il y a quelques années de ça, être médecin et avoir une page Instagram, c'était déjà le truc, oh là là, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, t'es médecin, nous on fait pas ça. Et aujourd'hui, tout le monde a une page Instagram. Mais c'est pour vendre. Si tu ne vends pas, on va te vendre des choses. Et même le médecin au quotidien, il vend sa compétence. Exactement. Le médecin vend tout le temps. C'est vrai qu'on ne le dit pas clairement, mais le médecin vend. Dans la médecine, il y a quoi? Il faut se faire connaître en tant que praticien. Ouais. D'une manière ou d'une autre, il faut que je te fasse connaître. Dans le business, c'est la publicité. Tu présentes bien. Voilà. Tu fais de bons diagnostics. Tu fais de bons diagnostics. Tu as expérience client. Eh oui. Eh oui. Et après, il faut fidéliser la clientèle. Exactement. Donc, quand tu prends bien en charge un patient, il va revenir, il va ramener la famille. Exactement. Recommandations. Exactement. Ça, c'est ce que je dis à Patrick tout le temps. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte. Oui. Moi, ça fait 1 an maintenant que je remplace. Et quand on a les gens comme ça qui reviennent, qui disent je viens parce que mon frère est venu, il va beaucoup mieux, et puis ma tante, et puis ma soeur, et on se dit mais je ne comprends pas là, moi je suis médecin, voilà. Mais en fait oui, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. Non, c'est super intéressant. Et justement, tu parlais des livres. Oui. Tu as parlé, en tout cas en début de ta réponse, c'était changer ton environnement. Attends, si tu peux, mais je n'ai pas fini. Parce que je parlais des livres, mais je n'ai pas fini. Dis-moi. Voilà. Il y a des événements business. Moi, je dis souvent aux gens, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Mais si tu veux changer d'environnement, essaye de nouvelles choses. Ok, d'habitude, tu vas regarder des matchs de foot. Décide un jour d'aller à une conférence. Tu ne sais pas de quoi on va parler. Tu te dis, ok, je me donne une chance, j'y vais. J'ai entendu parler d'une conférence, d'un événement qui aborde des sujets dont je n'ai pas l'habitude. J'y vais pour voir. Et des fois, un événement, juste le fait de voir des personnes qui sont parties du même environnement que toi et qui ont pu accomplir quelque chose, ça crée le déclic. Wow. Juste ça. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. C'est vrai. Il y a même des conférences en ligne. Il y a du contenu sur YouTube. Là, donc, on ne m'attend pas. Hein. Voilà. Cliquez, likez, abonnez-vous. Hein, mais d'ailleurs, toi, t'en fais aussi des conférences? Oui. Ah ben, j'en fais tout le temps. Oui, voilà. J'assiste et j'organise. Je dis genre, on organise, mon équipe et moi. Donc, de façon internationale, hein, parce que voilà, en France, le week-end de l'écrivain, au Burkina Faso, au Burkina Faso, c'est quelqu'un là qu'on a, mesdames et messieurs, c'est pour ça, hein, faut liker, s'abonner. Hein. D'habitude, j'ai pas l'habitude que ce soit comme ça, c'est moi qui. Ouais. Donc vraiment, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est juste de commencer par changer d'environnement. Je ne vais pas lui demander, juste commencer à changer d'environnement, juste ça, et il verra ça, les choses iront toutes seules. Eh bien, écoute, merci Valère. Justement, on va arriver sur les questions de la fin. Ouais. Après le conseil à un jeune, est-ce que tu es le premier invité du coup, de ce nouveau format? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu verrais à ta place, justement? À ma place, ça dépend de ce que vous recherchez. Nous, on cherche l'inspiration. Inspiration. Là, tout de suite, à ma place, je verrais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Karamo Sangaré. Pourquoi Karamo? C'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré l'impact qu'il a, c'est quelqu'un de très humble, de très ouvert. Donc, et il est aussi très jeune. Il a une vision de fou et il fait bien ce qu'il fait. Donc, vraiment, pour moi, s'il y a quelqu'un que je verrais là, c'est Karamo Sangaré. Ouais. D'accord. Si vous voulez, je pourrais même faire la connexion volontiers. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Ouais. Et est-ce que tu aurais d'ailleurs un petit mot de la fin? Moi, ce que je dirais, c'est le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes, mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. Ça, c'est une phrase que je garde à l'esprit chaque fois que les gens se disent que le monde va mal. Parce qu'en soi, chacun a sa carte à jouer.
Donc, si on estime que le monde va à gauche et qu'on estime qu'il devrait aller à droite, ben, jouons la carte pour qu'il aille à droite. Donc, les bonnes personnes qui restent dans l'ombre et qui se disent matures, qui se disent que, ben non, on va laisser les autres faire, ce qui va se passer, c'est que les autres qui prendront le pouvoir n'épouseront pas forcément leur façon de voir le monde. Et ces autres-là, c'est eux qui vont éduquer leurs enfants. C'est super important de garder ça à l'esprit. Et s'il y a un dernier message que j'adresserai aux différentes personnes qui suivront cette vidéo, c'est tout simplement le fait que la seule chose que les gens retiendront de nous après notre mort, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à nous. En soi, on s'en fout des belles maisons, on s'en fout que je sois médecin, on s'en fout également que tu sois chirurgien orthopédique. La vérité, c'est qu'ils n'en ont rien à cirer. On est content quand même, on est content. Oui, mais ça, c'est pour toi et ta famille. Mais en soi, les gens n'en ont rien à cirer. Ce qui intéresse les gens, c'est en quoi est-ce que ta chirurgie peut guérir, traiter leurs problèmes. C'est pas si on veut le truc. C'est vrai. Tu vois? Et lorsqu'on comprend ça, tout de suite, on comprend que si on veut laisser une trace dans ce monde, c'est qu'il faut devenir une valeur ajoutée dans la vie des autres. Et lorsqu'on devient une valeur ajoutée dans la vie des autres, l'univers nous le rend bien. Donc, chercher à devenir un plus dans la vie des autres. Et parce qu'on veut devenir un plus dans la vie des autres, il y a quelque chose de fondamental qui va se passer. On va d'abord chercher à devenir plus. Parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si on veut donner plus, on doit devenir plus. Et lorsqu'on veut donner plus, forcément, on travaille sur soi. On grandit. Et lorsqu'on grandit, qu'est-ce qui se passe? Les gens autour de nous nous voient grandir et on devient une source d'inspiration pour ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi il dit que le plus beau cadeau qu'un riche puisse faire à quelqu'un qui l'aime moins, c'est non pas de lui donner son argent, mais c'est de devenir une source d'inspiration pour son entourage. Waouh. Franchement, Bouche bée. C'est ça, grave. Mic drop. Waouh, j'ai pas les mots. Eh bien, écoutez, les amis, c'était Là où on ne m'attend pas. Likez, partagez, abonnez-vous pour qu'on ait des invités aussi inspirants que Valère. Même réclamer une partie 2. Nous, on regarde les commentaires. Donc, voilà. À la prochaine pour un nouvel invité. Cheers.